Nous sommes le lundi 21 février et la situation est toujours extrêmement tendue autour de l'Ukraine par rapport aux menaces de guerre que la Russie pourrait lancer. Il devrait y avoir normalement un sommet entre le président Biden et le président Poutine cette semaine, peut-être jeudi, donc on peut estimer qu'il n'y aura pas d'offensive militaire avant cette date, mais en fait toutes les options sont sur la table. Les Américains se disent persuadés que Poutine a pris sa décision, que c'est une décision d'envahir l'Ukraine, et ils évoquent même un scénario où l'armée russe pourrait aller jusqu'à Kiev pour mettre un pouvoir à sa dévotion. Mais en même temps, il y a sans cesse un aller-retour entre la perspective d'une guerre imminente et la perspective d'une solution diplomatique qui reprend le dessus. Il est possible que l'on reste dans cette situation, ni guerre ni paix, une menace de guerre permanente et une paix qui est fragile, une paix en fait qui est de vive tension avec des troupes russes massées à la frontière ukrainienne. On ne peut pas totalement bien sûr exclure le scénario selon lequel Poutine voudrait conquérir entièrement l'Ukraine et mettre un pouvoir à sa dévotion, mais en même temps, il y a des lacunes dans ce scénario. Un pouvoir fantoche ne tiendrait pas très longtemps. La Russie devrait occuper toute l'Ukraine, elle serait rapidement soumise à des actes de guérilla, à des opérations militaires, et finalement ce que l'histoire récente prouve, c'est que les guerres sont parfois faciles à gagner, mais qu'une fois qu'elle est gagnée, occuper un pays, surtout contre sa volonté, c'est beaucoup plus difficile et ça devient rapidement impossible. C'est tout à fait différent avec ce qui se passait en Crimée, où la population majoritairement souhaitait devenir russe de façon très majoritaire. En Ukraine, cela n'est pas le cas du tout. Et cela l'est de moins en moins. Et puis, si la Russie envahissait l'Ukraine, eh bien, elle saurait qu'elle a perdu l'Ukraine pour plusieurs générations. Après l'annexion de la Crimée, la Russie a perdu l'Ukraine pour une génération. Si la Russie lançait une guerre généralisée contre l'Ukraine et d'allait jusqu'à Kiev, eh bien, c'en serait fini du lien entre les deux nations pour plusieurs générations. L'autre scénario, ce sont des escarmouches dans le Donbass, la reconnaissance officielle par la Russie de l'indépendance des deux républiques autoproclamées de la région, et peut-être aussi le prétexte de vouloir protéger cette population par rapport à des assauts ukrainiens. C'est ce qu'on appelle le false flag, on irait dénoncer quelque chose qui n'existe pas forcément pour justifier une action. La Russie et Poutine, a employé le terme de génocide, interviendraient pour sauver les populations russophones d'une agression ukrainienne. Mais pour l'instant, Zelensky dit qu'il ne veut pas répondre aux provocations russes. Il sait que le rapport de force militaire ne lui est pas favorable. Et il sait aussi qu'en cas d'attaque militaire, il n'y aurait que des sanctions économiques de la part des Occidentaux, puisque les Occidentaux ont exclu d'aider directement militairement l'Ukraine. C'est d'ailleurs un problème majeur pour la Russie. L'Ukraine est presque déjà dans l'OTAN, ou l'OTAN est presque déjà dans l'Ukraine, et donc elle le voit comme une menace qu'elle ne peut pas supporter. Mais en réalité, si la promesse a été faite, l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN, elle n'est pas prête d'y rentrer d'ailleurs. Et en fait, elle n'est pas protégée, l'article 5 ne joue pas. Si la Russie devait attaquer la Pologne ou les États baltes, il y aurait une réponse globale, automatique, collective des pays membres de l'OTAN. Si elle attaquait l'Ukraine, cette réponse n'existerait pas. Il est possible que le statu quo, avec un état de tension extrêmement forte, une concentration militaire jamais vue, le risque de la guerre la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale, que cette tension perdure, elle n'est pas au désavantage de Poutine. Pendant ce temps-là, bien, ça coûte bien sûr cher de concentrer des troupes autour de l'Ukraine, mais moins cher que de vouloir conquérir l'Ukraine. Pendant ce temps-là, les cours du pétrole et du gaz montent et il fait une pression qui gêne le développement de l'Ukraine. C'est également une situation qui finalement est acceptable pour les Américains, puisqu'ils apparaissent comme le rempart contre la menace russe, et que cela resserre très fortement les liens des pays européens autour des États-Unis. Cela renforce l'OTAN à un tel point que des pays qui étaient neutres et non alignés pendant la guerre froide, comme la Suède et la Finlande, songent désormais à rejoindre l'OTAN. Et qu'il y aura une augmentation des dépenses militaires qui va aussi là resserrer les liens entre les États-Unis et les pays européens par le biais des ventes d'équipements militaires. Poutine peut très bien maintenir la tension pour continuer la déstabilisation de l'Ukraine sans passer le Rubicon de l'invasion, qui aurait beaucoup d'inconvénients pour lui. Non seulement les sanctions économiques, quoique les sanctions viendraient également sanctionner les pays européens qui les prendraient,
pas tellement les Américains qui ont assez peu de relations économiques avec la Russie, mais plutôt les pays européens. Mais c'est surtout ce qui retient Poutine, c'est bien sûr pas le respect du droit international ni de la parole donnée, puisqu'il dit qu'il n'a pas l'intention d'envahir l'Ukraine, c'est plutôt le coût en termes de pertes humaines que cela pourrait représenter. La Russie est un pays certes autoritaire, mais la population accepterait mal d'avoir des pertes humaines importantes suite à une guerre contre l'Ukraine. Et la Russie est un pays qui a des problèmes démographiques et les pertes humaines seront d'autant plus vivement ressenties. Si bien sûr la guerre ne peut jamais être exclue, avant ou après le sommet Poutine-Biden, ce qui est aussi possible, c'est que l'état de tension soit durable parce qu'il sera difficile de trouver un accord entre les positions russes et les positions de l'OTAN. La Russie a envoyé un catalogue de demandes qui sont tout à fait inacceptables pour l'OTAN, mais toutes ne sont pas inacceptables. Il faut aussi tenir compte des intérêts de la sécurité de Russie, notamment les bases de défense antimissiles que les États-Unis ont déployées en Pologne et en Roumanie. On sait que c'est ça qui a fait achoper la réconciliation, le reset que Obama voulait mettre en place lorsqu'il a été élu. Il peut y avoir aussi des mesures de confiance, il peut y avoir des négociations sur les forces nucléaires intermédiaires. Retirer le dispositif militaire américain de la Pologne ou des Pays-Bas, c'est bien sûr plus difficilement acceptable, c'est même inacceptable pour les États-Unis, mais ne pas déployer d'équipements militaires américains lourds en Ukraine, ceci peut être négociable. On verra bien, mais peut-être que tout ceci prendra du temps. En tous les cas, tant que l'on négocie, la guerre n'existe pas, et c'est après tout préférable au fait d'avoir une agression aux conséquences incalculables, aussi bien pour la Russie que pour l'Ukraine, mais également pour l'ensemble des pays européens, voire les États-Unis. L'Ukraine a demandé des sanctions contre la Russie avant même qu'il y ait une attaque militaire. Ça serait bien sûr tout à fait contre-productif de le faire, de même que la demande de Zelensky d'avoir un calendrier déterminé pour l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN est un chiffon rouge à ne pas agiter devant les Russes. Ceci étant, Zelensky ne cède pas à la panique, c'est tout à fait appréciable. Mais si la situation reste dramatique, extrêmement inquiétante, le pire n'est pas survenu. On nous avait annoncé qu'il allait survenir chaque jour. Ce n'est toujours pas le cas, il faut s'en féliciter.